Et alors, maintenant, roulement de tambour, la guest star de la journée. Michel, si tu veux bien nous rejoindre. Vas-y, fais comme chez toi. Bon, alors les autres intervenants, on les présente, on leur demande de se présenter. Enfin, peut-être pas la peine. Hein. Bonjour, bonsoir Cédric. Ça fait très longtemps que je connais Cédric. Il n'était même pas spermatozoïde quand il a officié dans la distribution. Je suis content de te retrouver là parce que quand on regarde le débat de tout à l'heure, c'est sûr que la technologie a pas mal évolué. Je suis vraiment très content de partager ce moment avec vous. Et c'est avec gourmandise que je te voyais aussi avec ta collègue de Paris-Dauphine, parce que là, on est concurrents. Là. Je suis Néoma. Tout à fait. Michel est président, si vous ne savez pas, président de Néoma, qui est l'école consulaire de... Ouais, et je me rends compte que nos écoles de commerce forment assez peu au commerce. J'ai 4 enfants, j'ai une EDEC, une EM Lyon, j'ai un ESCP. Je vois bien du point de vue des contenus que le retail, c'est pas la préoccupation principale, donc c'est vachement bien si à Paris-Dauphine, vous ouvrez ce volet-là. Je vous encourage. Merci, mes chers concurrents. Et donc, alors, si on part, on a parlé de plein de choses, forcément, en une journée. On a parlé... C'est fort, hein, ça. Oui, c'est fort, on ne voit pas beaucoup. C'est violent. Hein. Bon, mais vous nous voyez bien. Bon. Donc, on a parlé de plein de choses. On a parlé des clients, on a parlé de digital, de techno, de nouveaux modèles, etc., etc. Mais te connaissant comme je te connais avec le regard que tu as sur le retail, la première question que j'aurais envie de te poser, c'est quand on fait un petit coup d'hélicoptère, qu'on regarde ça d'un petit peu plus haut, avec ton regard de... Parce que tu as parfois une attitude presque de penseur du commerce, si j'ose dire, enfin, sans rien mettre de prétentieux là-dedans. Non, mais un commerçant, ça pense énormément. C'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que, quand tu réfléchis quand tu regardes et que tu réfléchis à ce qui se passe dans la distrib et que tu te demandes vers où ça va, de manière un petit peu, pas demain, quoi, mais plutôt après-demain, c'est quoi les choses qui te paraissent importantes, les questions que tu te poses, les inquiétudes ou les espoirs que tu as sur le métier de commerçant, quelque part? Bon, c'est une question très ouverte. Hein, si je prends du recul, je ne suis pas sûr que les choses du commerce aillent si vite que ça. C'est-à-dire que si je pars de la Renaissance à aujourd'hui, il y a toujours des lieux d'échange, il y a des problèmes logistiques, il y a une extension évidemment de gamme, d'assortiment, etc. Il y a la mercantilisation de l'échange, donc il y a des problèmes monétaires, des problèmes de paiement, des problèmes de garantie. Et puis, ce qui a changé, c'est la taille de la consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est incroyable entre ce qui se vendait peut-être déjà aux Galeries Lafayette ou au Bon Marché dans l'entre-deux-guerres, mais aujourd'hui, ce qui est accessible sur Amazon, là, il y a une très forte accélération. Donc, en fait, chacun des sujets est déjà un sujet dans l'histoire du commerce. La logistique, le paiement. Alors, évidemment, l'effet booster, c'est le digital. L'effet booster, c'est le digital. Et à la fois, c'est un des effets boosters, parce que la mondialisation a été aussi un autre effet considérable. Moi, j'ai quand même, si je prends la vie de mes parents ou celle de Gérard Mullier, pas loin d'ici, que j'ai connu tout petit, et aujourd'hui, ce qui m'impressionne le plus, c'est que pratiquement tout est accessible. Je ne parle pas en termes de pouvoir d'achat, je parle en termes de disponibilité. Vous vous rendez compte la masse de choses ou de services qu'on peut avoir, ça c'est considérable. Même par rapport à l'économie provinciale des années 60, c'est considérable. Après, je vous dis, la technologie, la logistique, je ne veux pas avoir l'air vieux con quand je raconte ça, mais quand Carrefour ouvre le premier Carrefour à Sainte-Geneviève-des-Bois, ça doit être 64.
64, hein, c'est ça? 63, je crois. 63, voilà. Et c'est la loi Royer qui vise à limiter les grandes surfaces, c'est 74. Donc 73, 74, Pompidou, Giscard. Ça veut dire que déjà à l'époque, en 10 ans, la France s'est couverte d'hypermarchés au point de susciter le Sidunati, des bagarres. Donc c'était déjà en 10 ans cette révolution. Est-ce que ça va plus vite aujourd'hui? Ça va très vite. Je pense que c'est moins la rapidité que l'impact aujourd'hui qui est énorme, parce qu'il est mondial, quoi. C'est ça qui m'impressionne. Les personnes qui sont là aujourd'hui pouvaient être aux États-Unis, ils sont sur le même marché. Moi, de mon temps et un peu du tien, on n'était pas sur le même marché. Non, et la grande distrib française qui a, à une époque, été plutôt exportatrice et conquérante au niveau mondial, Ouais. c'est plus tellement cette ère-là, et c'était de toute façon beaucoup plus lent et compliqué, bien sûr. Ouais. Alors, en fait, la question que tu as envie de me poser, et on tourne autour, c'est au fond, c'est l'impact de la technologie sur tous les débats que vous avez ici à Connect Lille, que j'avais au siège des Centres Leclerc où était organisé ce type de débat. C'est de savoir jusqu'où il faut investir dans la rapidité d'exécution, dans la rapidité de livraison, dans la rapidité de paiement. C'est formidable ce qu'on peut faire aujourd'hui. Le succès de start-up devenues licornes, c'est extraordinaire. Moi, ce qui m'a impressionné, moi qui suis d'un moule universitaire, c'est d'avoir vu des patrons de Centre Leclerc, deuxième génération, s'approprier l'idée du drive et monter ce marché, mais comme un puzzle individuel, sans vraiment le penser. Je serais là, je le dirais de la même manière. Et au fond, ça a été leur école du digital. Et donc, je trouve que des journées comme vous avez là sont très très riches, en ce sens que si on s'écoute dans l'entre-soi, on peut se poser la question de la pertinence de tout ce qui est sorti, mais quand on voit des hommes de terrain prendre à bras-le-corps ces innovations et les mettre en œuvre, ça m'impressionne beaucoup. Et pour le coup, le drive est un exemple assez formidable, parce que souvent les modèles rupturistes, les vraies innovations de format des 20 dernières années, elles sont rarement venues des retailers en place. C'est souvent des fabricants, des tech companies, des pure players, etc., etc. Il n'y a pas eu beaucoup de formats nouveaux inventés par des distributeurs entre guillemets dits traditionnels. Et le drive, puis le drive piéton, c'est des vraies inventions de format qui ont... Ce sont des inventions de format. Après, est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça impacte vraiment le contenu de la consommation? J'en suis pas sûr. Mais ce dont on discute beaucoup entre nous, avec toi, avec des consultants, avec beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui, c'est l'évolution des formats. Je ne sais pas jusqu'où ça impacte les contenus. Alors, je suis très modeste là-dessus parce que dans les années 70, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ou en tout cas si vous avez lu ça, il y avait un type qui s'appelait Marshall McLuhan et qui disait, moi ça m'avait impressionné, il disait c'est le contenant qui fait le contenu, c'est l'emballage qui va faire le contenu, c'est le moyen de transport qui va faire le contenu. À l'époque, tout ce que l'intelligentsia comptait de moderne comme de conservateur a pris ça comme un discours mercantile visant à dévaloriser en fait les contenus. En fait, si vous regardez aujourd'hui ce qu'on écrit sur Twitter ou ce qu'on écrit sur Facebook ou ce qu'on met sur TikTok, incontestablement, le format prédétermine, pas forcément la qualité, mais le type de contenu. Moi, je suis un type qui a été formé au format long, à la dissertation. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, 3 paragraphes et je dépasse LinkedIn. Donc, enfin, je crois qu'ils ont un peu augmenté, mais et donc c'est un effort de concision, c'est un effort de maîtrise du contenu qui n'est pas dévalorisant en soi. Est-ce que ça veut dire que sur le plan des modèles commerciaux,
Voilà. l'interface, la façon que que le commerçant a de faire interagir le client avec le produit, Oui. va déterminer, au moins en partie, l'évolution de la proposition du contenu. Alors voilà, je suis un peu, je sors du train, je reviens vers vous, mais pour moi, l'évolution de la demande sociale va primer, la demande de contenu va primer sur la technologie. Mais la technologie va multiplier les formats, mais pas forcément impacter, par exemple, la RSE. Ce que disait tout à l'heure, je ne vous vois pas et je vous sais là. La demande de RSE, c'est une demande sociale fondamentale. Elle va impacter tous les métiers, de l'industrie automobile à la distribution, en passant par la tech. En soi, la manière de savoir si un meilleur produit, un produit plus vertueux, va être vendu sur le drive, va être livré à domicile, ou si il va continuer à être vendu en hypermarché, je pense que ça n'impacte pas cette demande sociale. Donc ce que tu dis, si Mais par contre, le fait de pouvoir multiplier l'occasion de rencontrer ces propositions commerciales assure une meilleure diffusion de cette offre. Donc ce que tu dis, si je suis commerçant, le message que tu leur passes, c'est de dire la chose qui est vraiment importante, c'est de comprendre comment changent les modes de vie, comment les gens ont envie de vivre, et de voir comment vous pouvez être utile et accompagner ces changements-là. Ouais. Par exemple, le quick commerce, c'est un marché. C'est un marché, aujourd'hui, j'oserais dire, au risque d'être démenti, que la clientèle des centres Leclerc, des intermarchés, dans nos provinces, dans nos villes moyennes où on est implanté, je raisonne économie physique, hein, mais la marque, elle s'exprime comme ça, sur le drive ou l'hypermarché. Cette demande de quick commerce, elle n'émane pas de nos consommateurs aujourd'hui. En zone plus urbaine, comme ici à Lille ou à Paris, évidemment, il y a un marché extraordinaire à satisfaire. Et ce que les startups et les apporteurs de solutions du quick commerce nous amènent, ça fait développer ce marché-là, qui peut être le marché de l'apéro, mais qui est aussi le marché du télétravail, conséquence du télétravail qui fait qu'on veut être livré, etc. Et donc je m'intéresse à ce marché en tant que tel. Je ne m'intéresse pas tellement à ce marché pour mes clients. Par contre, je m'intéresse à ce marché pour les solutions qu'il propose. Et quand j'écoute aujourd'hui tous ces jeunes qui travaillent, ces ingénieurs qui travaillent sur la rapidité de solution, sur l'ergonomie, ça m'intéresse, ne serait-ce que pour savoir si je ne peux pas l'appliquer sur un autre marché. Mais vous voyez, est-ce que ce quick commerce va impacter sur la composition des produits, sur la nature du produit? Non. Donc voilà. En fait, aujourd'hui, ce qui m'impressionne, c'est le changement de la demande sociale vers des modèles plus vertueux, vers des modèles plus meilleurs sur le plan sanitaire, plus relocalisés, moins émetteurs de carbone, de méthane, etc. Je trouve ça très impressionnant. Donc on est vraiment sorti des 30 glorieuses et de la satisfaction des besoins primaires. On est sur la conception du vivre avec, et du vivre avec ce qu'il y a autour. Et au fond, la révolution technologique, si elle permet ça, tant mieux. La révolution digitale, si elle permet ça, tant mieux. Mais je n'ai pas l'impression qu'on parle beaucoup de ces contenus dans les solutions digitales. Alors, tu as quand même quelques contre-exemples. Par exemple, le développement de la seconde main. Oui. Il y a eu un coup d'accélérateur extraordinaire par Le Bon Coin, Vinted ou Back Market qu'on écoutait tout à l'heure, qui n'aurait pas pu avoir le même impact si la technologie, si l'interface, si le format n'avait pas été là. Mon propos, tu m'as demandé de prendre de la distance pour regarder ce qui est fondamental ou pas fondamental. Mon propos n'est pas anti-technologique et mon propos n'est pas un propos conservateur. Je prends de la distance, je regarde. Ce qui m'impressionne le plus, je te dis, c'est la massification de la consommation et en même temps son autocritique vers une demande plus qualitative. Et donc, j'intègre toutes ces évolutions technologiques dans la rapidité d'exécution, de la livraison, la transparence,
le décryptage de la composition des produits, la satisfaction. Je l'intègre dans cette mission-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on partage tous les deux. Je pense que tout le travail, ça va être de ne pas laisser la technologie aux ingénieurs et de se l'approprier pour servir ce projet-là. Tu as utilisé un terme quand on discutait de ça la dernière fois, de commerce augmenté. Oui, je crois au commerce augmenté. Je ne crois pas à la rupture, je crois au commerce augmenté. Enfin, au commerçant augmenté. Au sens où, en tant que citoyen, avec nos différents appendices technologiques, effectivement, on a accès à plus de choses, on a à plus de variables, oui, plus de sociabilité aussi. Ouais. Et donc l'idée, c'est que l'évolution du commerce, en tout cas physique, se ferait par petites touches d'amélioration permanente, progressive, auxquelles contribue la technologie, qui n'est pas le seul déterminant, mais qu'on vient intégrer pour enrichir, augmenter, etc., la proposition de valeur, mais pas par des grandes ruptures comme on a pu avoir sur le e-commerce ou sur le digital, sur les pure players. Je ne suis pas sûr de bien comprendre ta question, mais repose-la. Quand on regarde la façon dont le e-commerce a évolué et continue d'évoluer, oui. C'est sur le plan des formats, c'est des changements de modèles qui sont assez brutaux, parfois assez violents. Enfin, il y a des vraies ruptures dans certains cas. Dans le commerce physique, on n'a pas l'impression que ça marche comme ça, en fait. Maintenant, cette segmentation des formes de commerce, je ne sais pas si elle continue à faire sens. Si je prends l'enseigne que j'anime, enfin que j'influence, j'essaie d'influencer. Des commerçants indépendants, c'est des lions sur un territoire, il n'y a pas de roi des lions, hein, ça n'existe pas. C'est une création de Kipling et de Disney, mais un lion, un territoire, ou une lionne, un territoire. Et dans un groupement d'indépendants, je me rends bien compte aujourd'hui que l'hypermarché, enfin dans le choix de Leclerc, au fond, ce qui fait notre force, qu'est-ce qui fait que notre groupe et aussi Intermarché, Système U, etc., on est en tête, c'est qu'au fond, des commerçants se sont appropriés des technologies, les unes plus anciennes, les autres plus récentes. Ils ont aligné l'offre de référence qui reste encore l'hypermarché sur une technique qui s'appelle le drive. Je ne suis pas sûr qu'ils l'aient pensé, ils en ont pensé l'extension, mais c'était appropriable par eux comme une extension d'activité sur une ville, au lieu que ce soit Auchan qui vienne ouvrir un drive, parce que c'est Auchan qui était, ou Chronodrive qui était importateur du concept, au lieu qu'ils ouvrent un drive à la sortie du parking Leclerc, les Leclerc sont allés ouvrir un drive du côté d'Auchan ou de Carrefour. Et en fait, dans cette bataille d'ego, qui est aussi une bataille de marché, bataille de marché qui est aussi une bataille d'ego. Par extension, le point relais, c'est ce qui se permet de se rapprocher du centre-ville, alors que l'hyper était sorti de la ville. Le point relais, ou ce qu'Olivier Dauvert appelle le drive piéton. Et en fait, aujourd'hui, on va aller dans les zones blanches où on n'est pas. On va y aller par la vente à domicile, probablement prestée par des gens qui ont appris à faire mieux que nous la livraison du dernier kilomètre, donc aussi l'entreposage du dernier kilomètre, tu vois. Et donc, en fait, je pense que même aujourd'hui, on est sur des aspects de format. Par contre, ce qui fait la force, parce que Carrefour fait ça aussi, Auchan fait ça aussi, tout le monde va le faire, je reviens au contenu, c'est pour quelle promesse commerciale. Et c'est ce qui me motive, c'est que là où Amazon n'avait pas de promesse commerciale autre que l'accessibilité à un vaste assortiment, lui, il est obligé aujourd'hui de se payer des marques ou de se payer des enseignes ou sur une plateforme. Enfin, même la plateforme ne lui suffit pas. Il faut qu'il aille chercher, construire une promesse commerciale. Il a la logistique, mais pas la promesse commerciale. Moi, j'ai la promesse commerciale, mais je n'ai pas la logistique. Et dans le parcours croisé des courbes, j'ai l'impression que le vieux commerce peut trouver régénérescence. C'est pour ça que je dis à Auchan, ne désespère pas. On ne doit pas toujours leur donner des messages d'espoir en ce moment, ça doit faire du bien. Et il y a quand même des choses où, pour le coup, le digital,
la technologie, le digital, change quand même beaucoup les façons de travailler, les règles du jeu, etc., notamment en matière de com, sur les réseaux sociaux, la façon de parler aux consommateurs. C'est des choses... T'as quel regard là-dessus? C'est des choses que nous ne savons pas faire. Je suis actif sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas prophète dans mon enseigne, ou plus exactement, je suis petit prophète. Et parce que regardez ce que font la plupart des enseignes, mais c'est ce qu'ont dû vous dire vos intervenants, la plupart des enseignes essayent de dupliquer sur les réseaux sociaux la publicité verticale qu'on entretenait dans les médias classiques ou dans la publicité classique. Nous ne savons pas animer des communautés, et quand nous les animons, nous sommes tellement intrusifs que nous les faisons fuir. Enfin, ceci dit, on n'est pas très bon sur les réseaux sociaux, on ne sait pas utiliser ou être, parce que c'est ça, le mot utiliser déjà est pervers, mais on ne sait pas être sur les réseaux sociaux, et de ce fait, on perd une partie de notre clientèle réelle ou potentielle. Dans l'histoire de la distribution, l'histoire du commerce montre que le commerce s'est toujours déplacé là où étaient les gens, vers le champ de foire, vers l'église, centre-ville, etc. C'est un paradoxe. Nous ne savons pas aller sur les réseaux sociaux, nous ne savons pas aller là où va le public. Nous parlons de relations clients, mais il faut arrêter. Pardon, je ne veux pas casser le jouet, mais avant d'être un client, il y a des personnes. Il y a des personnes dans un village, il y a des personnes dans une ville. Ils ont des passions, ils ont des préoccupations. Historiquement, le commerce a toujours su se mettre sur le chemin des flux et de faire ses propositions commerciales sur ces flux, plus ou moins agressifs, mais présents. C'est incroyable. J'ai du mal même à convaincre mes propres adhérents, ou en tout cas, ils se disent peut-être convaincus, mais ils ont du mal à passer à l'acte. Il faut donc aller là où sont aujourd'hui les jeunes, les nouveaux consommateurs ou les nouveaux acteurs. Qui sont pas mais forcément... non pas pour leur parler, mais pour se mettre en situation d'être utilisés. Mais déjà pour aller là où ils sont, ils vont plus au stade ou moins au stade, ils sont souvent... Il faut aller là où ils sont. Il faut les écouter. Donc déjà, le réseau social, c'est déjà écouter, c'est observer, c'est quels sont les hobbies, quelles sont les passions. Et c'est répondre à la question en quoi je peux intervenir sur leur quête ou sur leur interrogation ou leurs besoins. Et après, on pose la question du moyen par lequel on interfère, qui n'est pas forcément tout de suite la relation client. Moi, ça me fait chier quand je rentre dans une galerie d'art, qu'on me voit arriver, Michel-Édouard Leclerc, qu'on prend déjà pour Pinault et Bernard Arnault, et qu'avant même de me présenter un artiste, on me dit que c'est l'artiste du siècle. Je n'ai même pas le temps de regarder, de voir. On me fait l'article, comme chez Leclerc peut-être, mais c'est terrible pour un client d'être pris que pour un client. L'intérêt du réseau social, c'est d'aller vers le public, là où il s'exprime. Alors, il y a des fois, il se défoule beaucoup. Aujourd'hui, en France, c'est beaucoup le parti des râleurs, c'est le premier parti français, mais il faut savoir être à l'écoute, il faut être dedans, et puis si on a vraiment des propositions sociétales ou commerciales, c'est le lieu où d'ailleurs devraient être les artistes, la culture et le commerce. Et donc on y va pour y être utile. Et donc aujourd'hui, on y va pour être utile. Ouais, je suis d'accord avec toi. On y va pour être utile. Pas parce qu'on se croit bon ou parce qu'on... Ouais. On y va pour être utile. Donc pour moi, c'est dans la question que je me pose à mon âge, à un âge de la transmission pour le devenir de la marque Leclerc, c'est celui de la continuité de son utilité, ou des conditions de son utilité, ou de son apport potentiel. Et donc, une fois que j'observe et que je regarde ces jeunes dont on dit qu'ils sont en quête de sens, c'est cette population qui est plus cultivé, qui a accès à l'information, qu'on ne peut pas bluffer comme ça, ou qui a d'autres manières de se laisser manipuler, ou de s'écouter, ou de se parler, le commerce doit s'insérer dans ce dispositif. Et après, il y a des politiques de demande et il y a des politiques d'offre. Mais ce que je dis, au fond, je ne réinvente pas le métier, je pense qu'il faut le relocaliser. Et après, il faut le relocaliser dans le flux. C'est ça qui est important. Alors, on avait réussi, grâce à Marcel Fournier, inventeur de Carrefour,
à faire sortir les gens de la ville, à venir dans un endroit qui coûtait pas cher à construire, avec un foncier abordable, etc. Donc, ces situations, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on voit bien aujourd'hui qu'il faut revenir au cœur des villes, au cœur de la vie. Et ça, c'est notre travail. Et pour le coup, tout ce travail qui est fait par les startups sur la manière de gérer les flux logistiques, de les adapter, les flux d'informations, ça doit nous donner cette ubiquité. L'omnicanalité apporte l'ubiquité, d'ailleurs, aux consommateurs comme aux distributeurs. Et attention, ça la donne aussi aux fabricants. Ça le donne aussi. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où, à travers les plateformes, je ne suis pas sûr, ne le leur dites pas, mais je ne suis pas sûr que L'Oréal ait vraiment besoin de Leclerc et de Carrefour pour accéder aux consommateurs. Et donc, dans les cartes qui vont être rabattues, il y a aussi la relation industrie-commerce. Je pense que Nike, aujourd'hui, il se passe de la moitié des commerçants de la Terre. Tu vois ? Et donc ça aussi, c'est cette plateformisation possible des marques est aussi une manière d'attenter à la rente de gens comme moi, de gens comme Carrefour ou la distribution qui n'est déjà plus classique, quoi. Alors pour que ce ne soit pas une rente et que ça reste une conquête, ça veut dire qu'il faut malgré tout faire évoluer les formats pour se mettre aux bons endroits et proposer les bons interfaces. Parce que le contenu, la promesse de la marque Leclerc en tant que marque, elle est très universelle et tu as su la faire vivre et elle a une profondeur, enfin, elle a quelque chose de très... Cédric, je ne veux pas apparaître dans cette salle comme un conservateur sur le plan technologique. Mais moi, avec le parcours que j'ai, et c'est pareil chez le Père Mullier, je vous rappelle que ces enseignes-là, que nous dirigeons aujourd'hui, on ne s'est pas posé la question du format au départ. Mes parents, quand ils ouvrent le premier centre Leclerc, c'est dans leur cuisine. Quand ils font le deuxième, ils construisent le magasin eux-mêmes. On ne leur parle pas de format. En fait, c'est le contenu, c'est la politique commerciale qui fait qu'après, d'abord, ils n'avaient pas les moyens de se payer un beau format. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, ça m'obsède. Je lis les Échos, je lis Philippe Bertrand, je lis les pages saumon du Figaro. On ne me parle que de format. Et je pense que c'est pour ça que Carrefour est sous-coté en bourse. Et c'est pour ça que les grandes enseignes classiques, aujourd'hui, valent moins cher que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, à l'heure où la bourse décote les Carrefours, ne le cote même pas à l'immobilier, moi j'ai des adhérents Leclerc qui sont prêts à acheter le Carrefour d'à côté. Donc c'est cette déconnexion qui m'interpelle. Et en fait, avec le format, qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà. Lidl, aujourd'hui, fait un travail de fond après 3 ans de surinvestissement publicitaire sur sa marque, et derrière lui, Aldi qui court, puis Action, etc. Vous pouvez théoriser sur le format, c'est juste qu'il est parti plus petit, mais il va être plus grand. Tu vois ? Donc il faut arrêter cette obsession. Il ne faut pas classer les choses... il y a des gros concessionnaires automobiles et aujourd'hui il y en a de moins en moins. Mais je veux dire, le format du restaurant ne dit pas la qualité du restaurant. Le format du distributeur ne fait pas l'offre, dans une certaine mesure. En tout cas, en même temps, sortons de cette obsession. La création de richesse. Donc, le sens de ma question, c'était... Leclerc a fait sur les 30-50 dernières années des parcours incroyables. Et même il y a 20 ans, quand le e-commerce a commencé à venir, tout le monde a dit « Oh, Leclerc, les indépendants, les modèles des indépendants n'est pas capable d'adresser le e-commerce, le digital, la transformation technologique. » C'est quelque chose qu'on entendait beaucoup. Et c'est vrai que par rapport à ce qui est marqué dans les bouquins de management, vous ne paraissiez pas les mieux placés pour le faire. Le résultat, c'est qu'avec le Drive, vous êtes un des premiers e-commerçants de France, parce que vous avez fait ce que tu décrivais très bien. Le mouvement Leclerc, non pas la pensée de Michel Edouard, mais le mouvement Leclerc, il en est où dans cette capacité à s'approprier tout ça Mais Jeff Bezos, il ne crée pas d'abord une société logistique, il résout un problème. Ouais. Donc Jeff Bezos, librairie,
Évidemment, on est en Californie, ça va vite, mais Jeff Bezos, il résout un problème. Il ne se pose pas la question du format. D'ailleurs, il y a 17 ans, je ne suis pas sûr qu'il avait la projection qu'on peut avoir rétroactivement aujourd'hui. Donc, je n'ai jamais compris pourquoi un commerçant indépendant n'aurait pas pu s'approprier la notion de drive. Aux États-Unis, à l'époque de Simon and Garfunkel, il y avait des drives cinéma, des drive movies partout, c'était des indépendants. Il n'y a pas besoin d'être intégré, il n'y a pas besoin d'être coté pour ouvrir des drives, tu vois. Et donc, peut-être que je ronronne là, mais ce sur quoi je travaille avec les centres Leclerc aujourd'hui, c'est justement l'idée de ne pas être prisonnier d'un format. C'est de ne pas être prisonnier d'un format et de se réinvestir sur la promesse commerciale. Après, nous n'irons, nous, sur le format que celui qui nous permettra de respecter cette promesse commerciale. Et si j'étais très taquin, voire un peu insolent, je te dirais que tes adhérents ont construit leur fortune sur la création patrimoniale des actifs physiques, du site hypermarché avec le foncier, l'immobilier autour, etc. Et ça, le levier de création de richesse, et pour eux, il a beaucoup été autour du renforcement du site physique. C'est une sacrée bascule quand même. Mais parce que tu donnes pas la. Enfin, je sais pas, en France, on a cette valeur de fonds de commerce, mais franchement, un drive, c'est un entrepôt. Sa valeur, c'est pas celle de l'entrepôt aujourd'hui, c'est celle de la part de marché et de la marge qu'il génère. J'insiste là-dessus encore. C'est vrai que si on a été très vite sur les drives, tu l'as dit, c'est parce que ça déclinait l'hyper. Non, toi, tu le vois comme une stratégie patrimoniale. En fait, moi, je l'ai vécu comme une stratégie commerciale. J'ai vraiment des adhérents, Leclerc, à Toulouse, Pascal Perrodo, il nous a laminé pour avoir des budgets, pour travailler sur des applis, mais il a convaincu des collègues, c'était tous des indépendants, et il a monté un premier réseau de drive. Ça, tu ne peux pas dire que c'était un objectif patrimonial. C'était. Non, je ne pensais pas tant au drive qu'au renforcement des zones avec les GSS autour, les galeries, etc. C'était plus. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui reste d'une zone aujourd'hui à l'heure de l'omnicanal, justement. Les zones de marché, aujourd'hui, je pense qu'elles s'interpénètrent. En tout cas, par exemple, nous, si on a fait l'occasion, c'est parce qu'il y a eu le bon coin. En fait, j'ai du mal à répondre à ta question parce que, au fond, moi, je pense que je reviens à ça. Je pense que la révolution que nous vivons, la révolution technologique, elle va être intéressante au sens où elle va être appropriée par des gens qui ont des projets. Et c'est pas parce que le digital a changé le cinéma que ça fait un grand film. C'est parce qu'il y a des réalisateurs. J'essaie de trouver. C'est pas parce que tu lis un livre sur une tablette que ça fait un écrivain. C'est l'écrivain qui se retrouve sur une tablette, mais c'est d'abord le commerçant. Il est d'abord un bon commerçant. Mais enfin, franchement, s'il suffisait d'un algorithme pour être un bon commerçant, on serait tous morts, quoi. C'est n'importe quel boutonneux qui arriverait sur le marché, il nous dégommerait. Et à l'inverse, l'algorithme, c'est aussi une facilité et ça peut être un tueur de commerce. Pendant le Covid, là, moi j'ai stressé pendant 2 ans. 2 ans. J'ai pris 10 kilos. Tous les soirs, je téléphonais à Cotillard, d'Intermarché, à Système U. Comment ça va chez toi? Est-ce que tu as des... Et après, je me nourrissais des séries sur Netflix. Franchement, Netflix, aujourd'hui, je ne peux plus blairer. Dès que j'allume, est-ce que vous êtes Michel? Oui. Voilà. Et on me resserre tout ce que j'ai vu. Impossible d'en ressortir, sauf aller sur OCS ou ailleurs. Vous voyez, l'algorithme qui vous dit ce que vous êtes, le type qui aura décrypté tous les mouvements que vous avez pour aller pisser toutes les 2 heures, ça vous dit quoi du comportement d'après? Donc, ne nous gargarisons pas de la seule technologie, utilisons cette technologie à des fins commerciales. Mais alors, disons quel commerce nous voulons faire.
Et pour moi, la révolution aujourd'hui, c'est de savoir si je développe le bio ou du stacking, comment je vais relocaliser. Alors ça m'intéresse beaucoup, parce qu'il faudrait que tous mes fournisseurs soient sur une plateforme. Il y a un marché là. Moi, je peux 18 000 petits producteurs, alliances locales. À un moment donné, une fois qu'on les a alignés, qu'on a fait la publicité pour les alliances locales, si on fait revivre ça et qu'eux-mêmes grandissent et se nourrissent bien, et il faudrait qu'eux-mêmes se regroupent, travaillent leur logistique. Vous voyez ? Cette bascule du marché, parce que sur l'alimentaire, c'est très spectaculaire, le déplacement de centre de gravité du marché, des attentes des consommateurs vers plus de sécurité alimentaire, plus de plaisir, plus de local, plus de, enfin, tout le bien manger, enfin, je ne sais pas comment il faut l'appeler, qui est quand même un phénomène très lourd, très structurel. Donc vous l'adressez comme vous pouvez ou comme vous avez réussi à le faire, les grands de la distribution. Mais effectivement, on a l'impression que c'est un phénomène qui n'est pas encore. On est loin d'avoir fini d'inventer des formats qui permettent de favoriser son accessibilité et de lui donner sa pleine puissance à ce phénomène. Toi, tu ramènes ça au format. Oui, volontairement. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est la dialectique entre le sens et le format. Le grand enjeu, le grand enjeu de la génération des cadras, là, ou des 30A et des cadras, ça va être, sur les 10-15 ans qui viennent, de mettre sur le marché des produits qui auront coûté très cher à décarboner, des produits, des filières qui vont complètement se remettre en cause. Et en fait, ce grand mouvement ne pourra être amortissable, on pourra investir dessus sans trop d'inflation que si la bascule se fait tout le monde ensemble. Et c'est parce que sinon, ça va. Enfin, il n'y a pas Andros va pas faire des bocaux comme ci pour Leclerc, des bocaux comme ça pour. Enfin, il le fait pour les marques de distributeurs, mais on tourne autour du même produit. La grande révolution qui est en route, celle de la nouvelle économie, c'est l'économie décarbonée. Elle attend de la distribution une accélération du débouché pour pouvoir vite amortir, ou le plus vite possible, sur un grand marché, rendre accessibles tous ces nouveaux produits. Et donc, l'omnicanalité, c'est formidable parce que ça va permettre de diffuser très rapidement. Les réseaux sociaux, la digitalisation, ça va permettre de diffuser très rapidement le nouvel argumentaire. C'est aussi un facteur concurrentiel que de pouvoir, avant se déplacer dans un magasin, comparer tous les types de produits, leur composition, etc. Ça, c'est la révolution à laquelle nous avons à faire face. C'est la demande sociale et c'est l'urgence sociale. Et donc, il faut plier. Moi, le quick commerce, même si ça coûte pas cher et si c'est bien maîtrisé, mais que c'est carboné, ça va pas marcher. Tu vois ? Donc, à l'inverse, toutes ces manifestations contre les entrepôts d'Amazon ou autres, c'est des questions qu'on ne pose pas. C'est-à-dire que l'entrepôt rationnel que fait Amazon, il peut en avoir la maîtrise du carbone. Mais personne ne se pose la question que si on ne fait pas l'entrepôt rationnel d'Amazon, où sont les produits? Et donc, ils sont dispersés dans des dizaines d'entrepôts chez les industriels ou chez les intermédiaires. Et donc, il faudrait faire le benchmark, il faudrait faire la comparaison. Mais vous voyez, c'est ça le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est le fond. Et donc, là-dessus, tous les petits jeunes, là, c'est plus tes sponsors. Là, mais... On va voir, on va passer à la phase des alarmistes. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de toute cette énergie, de cette approche logistique, de cette approche de prise, de ce regard sur la relation avec le public, sur cette manière d'aller proposer des solutions commerciales. Nous avons besoin de ces partenaires, le mot prestataire paraît vulgaire, mais au sens légitime du terme. Nous avons besoin de ça pour faire le coup d'après. Et donc, j'insiste, le contenu ne peut pas être, bien que je me suis référé à notre... Donc, tu n'es pas d'accord avec McLuhan en matière de commerce, en fait? En fait, je ne veux pas être prisonnier du contenant. Ouais. Je ne veux pas être prisonnier du format. Ça va ? Ça va comme ça. Mais je t'ai cherché un peu sur le format parce que je sais que c'est ça ton point, mais c'est quand même une notion qui n'est pas si évidente à comprendre.
la différence entre le contenu et le format appliqué au commerce, et pourquoi tu balayes d'un revers de main, mais tu dis, vous ne trompez pas sur ce qui est vraiment important. Je pense que c'est quand même, ça méritait un voilà, petit peu de Amazon pédagogie, aujourd'hui ouais. fait un carton, mais Aldi et Lidl aussi. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en tirez comme leçon sur le format? D'accord? Action, Allez, c'est déjà 700 magasins, ça déstabilise toute l'offre non alimentaire. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion sur le format du magasin? Sur le format En fait, je pense que cette notion de format, elle est issue de l'économie physique. On est prisonnier de cette notion de taille, etc. Alors qu'il faut être dans la notion de flux. Et c'est au fond les interlocuteurs qui étaient avant nous. C'est la leçon de ce qu'il faut retenir. Il faut être dans le flux. merci. Je suis désolé. Alors, toi, tu bouges pas. Moi, je descends. Toi, tu restes là.